Bonjour et bienvenue à On jase hockey et sport. Alors aujourd'hui, je suis avec Alexandre Dubois, Alexandre Marcaza et Jean-Christophe Bertrand chez RDS. Alors Jean-Christophe, bienvenue dans l'équipe. Alors on est super content Merci. que tu sois avec nous. Tu vas être là de temps en temps avec nous. Alors on va parler de football aujourd'hui dans la NFL et aussi de la Ligue nationale qui est revenue d'ailleurs aussi. Alors Jean-Christophe, pour commencer, comme tu es notre nouveau membre de l'équipe, on voudrait savoir, tu as écouté des matchs dans la NFL. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé du match des Rams et des Packers? Ben, c'était la défense des Rams, on s'entend, c'est la grosse histoire de cette équipe-là parce que, bon, il y a Jared Goff qui est blessé, qui était blessé du moins à un pouce, qui a dû avoir une chirurgie. Donc, on s'attendait à un gros match de la défense des Rams contre possiblement une attaque avec tous les outils avec les Packers. On s'entend que Aaron Rodgers a Davante Adams, qui est possiblement le meilleur receveur de passe de la NFL en ce moment. Il y a une bonne attaque au sol aussi. Donc, c'était sûr que ça allait être un gros match, mais la défense des Rams était amochée. Donc, ça a paru. Puis les Packers, Aaron Rodgers est en mission, puis les Packers sont en mission cette année, je pense. Je pense qu'ils vont se rendre loin. Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. Et Alexandre Marcaza, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce fameux match-là? Parce que quand même, les Rams, c'est quand même une forte équipe. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là? Ben, écoute, de qu'est-ce que j'ai vu, Rodgers était à l'aise avec le ballon. Et les joueurs, ils couvraient bien Rodgers, donc il y avait du temps à se préparer pour faire la passe. Et comme disait Jean-Christophe, Davante Adam a fait tout un match et a fait plusieurs beaux matchs durant la saison des Packers. Donc, sur la finale du Super Bowl, les Packers. Parfait. Aussi, Alexandre Dubois, il y a eu un autre match des Chiefs de Kansas City contre les Browns. Alors là, on a eu une mauvaise nouvelle aussi que là, Patrick Ouais. Mahomes a eu une commotion cérébrale. Là, on espère qu'il va revenir peut-être, là, mais ça va être... moi, j'ai peur qu'il ne revienne Ben, pas, malheureusement. Là. mais si tu me permets, moi, pour revenir à ce qu'on disait sur Oui, la partie vas-y. des Rams, Tout à fait, vas-y. je me serais attendu à plus de la défensive des Rams, comme Alex et Jean-Christophe disaient. Mais on s'entend que tu affrontes le meilleur duo corps arrière receveur de passe de l'année. Puis, ce duo-là a fait ce qu'il voulait de la défensive des Rams. Puis, ça a été l'histoire de ce match-là. Mais pour ce qui est des Chiefs et des Browns, les Chiefs ont été en contrôle du match, je te dirais, jusqu'à la fin. Le dernier touché des Browns était trop peu, trop tard, même si c'est un pointage de 22-17. Et les deux défensives qui ont quand même bien fait dans les circonstances, quand tu donnes tu fais 22 points, puis 22 points, ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, on voit la partie des Rams-Packers. Les Packers ont marqué 30 points, 32 points. Donc, les deux défensives qui ont bien fait, c'était du jeu serré, mais les Browns qui avaient toujours, comme on va dire en anglais, la edge. Donc, et ça paraît. Mais pour ce qui est de Patrick Mahomes, on s'entend, puis là, on n'est pas sûr s'il va pouvoir s'entraîner demain, Ouais. selon le RDS.ca. mais on n'est pas sûr si. Puis j'avais entendu dire qu'il pouvait, qu'il y aurait les possibilités qu'il revienne seulement que vendredi. Et si tu reviens vendredi, on s'entend, si c'est là qu'il recommence à s'entraîner, il ne sera pas à 100%. Donc, ça me fait peur. Puis, sachant qu'on affronte les Bills de Buffalo et avec Allen qui a été potentiellement le deuxième meilleur joueur de toute la NFL cette année derrière Aaron Rodgers. Si ce n'était pas de l'année phénoménale de Rodgers cette année, c'est Allen qui serait MVP de l'année. Mais Totalement d'accord. ça va être un gros test pour les Chiefs de Kansas City. Et ça va prendre un Patrick Mahomes, une grosse game de Mahomes contre les Bills de Buffalo. Oui, Jean-Christophe aussi, on a regardé ça. Le contact avec Patrick Mahomes, malheureusement, ça n'a pas été de la tête. Là. Il y a eu quand même un contact vers le sol. Mais est-ce que selon toi, est-ce que c'est possible que Patrick Mahomes pourrait revenir au jeu dimanche contre les Bills? Ben, ça s'est vu dans la NFL parce qu'il y a du temps, il y a le temps. Là. C'est pas comme la LNH que
tu as des matchs aux 2 ou 3 jours, donc tu ne peux pas revenir, il faut que tu passes par le protocole des commotions cérébrales. Et c'est la même chose dans la NFL. Il y a un protocole de commotion cérébrale, mais le fait que ce soit un match par semaine, ça donne une mince chance aux Chiefs d'avoir Patrick Mahomes. Est-ce que tu veux vraiment risquer la santé d'un gars qui est ton corps arrière à long terme? Oui, il a déjà gagné le Super Bowl. Oui, il pourrait encore le regagner cette année. Mais est-ce que tu te prives de plusieurs Super Bowls si jamais tu risques la santé de Patrick Mahomes avec une autre commotion cérébrale? Moi, je me poserais la question si j'étais les Chiefs parce que, oui, ils ont des chances, mais ils vont en avoir d'autres, des chances de gagner le Super Bowl. C'est un peu les Patriotes là, en ce moment, les Chiefs. Là, il y a eu Tom Brady pendant longtemps avec les Pats, mais Andy Reid et Patrick Mahomes, ça risque d'être la même chose. Ils vont avoir des chances. Donc, moi, écoutez, c'est pas Chad Henne qui va faire une grande différence, on s'entend, là, mais il faudrait probablement que Pat Mahomes ne joue pas ce match-là et qu'on espère au moins qu'il soit... après ça, ça lui donne un bon laps de temps pour le Super Bowl. Ouais, Alexandre? Mais Chad Henne avait bien fait dans les circonstances lorsqu'il a repris la place de Patrick Mahomes après sa blessure dans la dernière partie en fin de semaine. Mais moi, ma question pour toi, Jean-Christophe, c'est, dans le fond, toi, si tu étais Andy Reid, tu serais prêt à sacrifier la saison des Chiefs en ne faisant pas partir Mahomes. Donc, on est prêt à sacrifier la saison. Je dirais pas sacrifier la saison, mais je dirais plus... une prise de conscience. Oui, c'est ça. Puis de donner la chance, comme tu as dit, Chad Henne, c'est pas Pat Mahomes en aucun cas. Non. Mais il y a des armes qu'il y a certains corps arrière qui n'ont pas. Donc, des Travis Kelce, Tyreek Hill, ça, des petites passes dans le flanc à Tyreek Hill, n'importe qui, je pourrais faire ça, là. Fait que, tu sais, il y a peut-être des chances. Puis on l'a vu aussi avec l'équipe de Washington qui avait un corps arrière numéro 4 qui a failli surprendre les Buccaneers. Donc, tu sais, ça se peut, tout se peut dans la NFL. Tu ne peux pas être un pied de céleri et être corps arrière dans la NFL. Là, il doit avoir un certain talent. Non, c'est vrai, tout à fait. Alors, aussi, je voudrais savoir, Jean-Christophe, là, c'est sûr, les Chiefs vont affronter les Bills aussi et les Buccaneers contre les Packers. Les Packers qui ont quand même super bien joué jusqu'ici. Est-ce que tu crois que les Packers pourraient battre les Buccaneers parce que quand même Tom Brady a été extraordinaire jusqu'ici? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça risque d'être un match enlevant, beaucoup plus que le match qu'il y a eu entre les deux formations durant la saison. Si on se rappelle, les Bucs avaient piétiné les Packers. Je pense que c'est quelque chose comme 38-10. Donc, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour les Buccaneers. Et selon moi, s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est Aaron Rodgers. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex Marcassa, mais je suis pas mal certain qu'il va avoir un bon match à ce niveau-là. Très d'accord avec toi. On l'a vu plus tôt dans la saison, ils sont fait assez torchés par les Bucs. Mais là, c'est la chance aux Pats de prouver qu'ils sont les meilleurs. Aux Packers que c'est les meilleurs. Puis d'après moi, si Rodgers et Davante Adams ils jouent comme ils ont fait contre les Rams, d'après moi, les Packers vont passer au prochain tour. Oui, c'est un bon plan de match. Ça va être des matchs excitants aussi à voir. Là. On va être servi comme des rois. Là. On s'entend que les favoris dans cette rencontre-là sont les Packers. Cependant, lorsque tu affrontes un Tom Brady avec un Evans, un Gronkowski puis un... Brady, il a 1001 armes. Là. Ça n'a pas de bon sens. Exactement. Son offensive, c'est probablement une des meilleures qu'il a jamais eues. Honnêtement, je crois que c'est la meilleure qu'il a jamais eue. Oui, tout à fait. Autant d'armes que ça, tu sais, les Mike Evans dans la zone payante, c'est mortel pour les autres équipes. Tu as Godwin qui est très fort, tu l'as dit, Gronkowski, Antonio Brown. Antonio Brown qui est il n'y a pas longtemps, c'était possiblement le meilleur receveur de la NFL. Oui. C'est ces frasques hors terrain qui ont fait que ça l'a sorti. Mais il y a tellement d'armes, Tom Brady, ça n'a pas de bon sens.
Oui, c'est un joueur Puis aussi, beaucoup d'expérience aussi, là. On s'entend que quand il est arrivé avec Tampa Bay, là, il a assez d'expérience quand même. Alors, c'est sûr que ça donne un bon couvre, un bon jeu aussi, de l'expérience. Alors, la vas-y, Alexandre. possibilité à Brady. Oui, ben t'as aussi, c'était Fournette qui était le porteur de ballon. Puis pourtant, si on regarde dans le deep chart, dans des box, Dans la c'est le formation, porteur de ballon numéro 2. Oui, numéro 2, donc c'est quelque chose. Mais moi, pour venir à cette game-là, c'est potentiellement, pour une fois, ce n'est pas, puis peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, pour une fois, c'est pas Tom Brady qui a fait gagner les Buccaneers, c'est sa défensive avec les 4 interceptions qui ont été payantes pour Tampa. Donc ça va être un aspect du jeu des Bucs qu'on va avoir besoin de voir. Mais ce qu'on retient de cette partie-là, Buccaneers Nouvelle-Orléans contre les Saints, à part la défensive, et c'est ma grande question, est-ce que c'est la dernière fois qu'on a vu Drew Brees sur un terrain de football de la NFL? Oui, bien là, on a entendu aussi en message presse, Jean-Christophe et Alexandre Marcaza. Après, je vais demander ton avis. On a demandé s'il va prendre sa retraite. Il a dit qu'il allait prendre peut-être conscience. Alors, Jean-Christophe, ma question est, selon toi, est-ce qu'il devrait mieux prendre sa retraite ou il devrait se laisser encore une petite chance, voir si les Saints ne pourraient pas gagner l'an prochain, par exemple? Ça, c'est le grand dilemme. Hein. Avec tout vieux corps arrière vient cette question-là. Je pense qu'il y a peut-être un goût amer en ce moment, Drew Brees, parce qu'il aurait aimé ça finir avec une victoire, un peu comme Peyton Manning l'a fait. Mais on l'a vu cette année, là, c'est quand même fragile le poste de corps arrière. Il y a eu maintes blessures. Il s'était cassé à peu près toutes les côtes du corps. Là. Mais c'est ça qu'il va falloir qu'il regarde. Oui, les Saints pourraient être encore bons. Tu as un Michael Thomas, on parlait de Davante Adams. Michael Thomas, c'est un receveur d'exception là, quand même. Alvin Kamara, comme demi-offensif, t'as quasiment pas meilleur dans la ligue. Donc, oui, il va avoir encore une bonne équipe, ou du moins une bonne unité offensive. Mais je pense pas que la santé va lui permettre. Je pense qu'il l'a gagné, son Super Bowl. Ouais. Peut-être que c'est le temps d'accrocher les crampons dans son cas. Là. Oui, Alexandre Marcaza, toi, est-ce que tu croyais que les Buccaneers allaient perdre contre les Saints? Parce que moi, je m'attendais, quand j'ai écouté ce match-là, je m'attendais à un gros match des Saints. Les Buccaneers, quand même, ils sont venus en force, on va se le dire. Là, ils n'ont pas laissé beaucoup de chance aux Saints. Mais toi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là? Mais écoute, pour moi, c'était un très bon match. Les deux équipes ont donné du très bon football. Kamara a fait des courses super belles, qui a été des box Tom Brady très, très fort, a fait des lancers. J'ai trouvé qu'ils étaient forts, ces lancers de balles, par exemple. On l'a vu dans ces matchs de la saison. Il y en avait des matchs qui sont lancés sont forts. Quand tu lances un ballon fort, puis que ça l'atterrit genre sur le chest du gars, ça doit pas faire très, très du bien. Non, exactement. Mais sinon, les Bucks sont vainqueurs de cette rencontre, puis j'ai hâte de voir le prochain match. Oui, ça va être intéressant à regarder aussi là, au niveau des box. Tu sais, Alex, tu parlais des interceptions, mais ce qui cause ces interceptions-là, c'est que les Bucks ont une défense qui aime beaucoup blitzer. Donc, on va donner beaucoup de pression au corps arrière. Oui, Aaron Rodgers va avoir du temps parce qu'il y a une bonne ligne offensive, mais il y en aura peut-être moins que dans les autres matchs. Et c'est là qu'on va forcer des interceptions. C'est là qu'on force un corps qui n'est pas nécessairement super mobile parce qu'il est vieillissant à se déporter ou de précipiter ses gestes. Et c'est aussi la défense des Bucs, là, c'est un gros morceau de cette équipe-là. On parle de Tom Brady et de ses 1000 armes, mais la défense aussi est forte. Donc, c'est une bonne équipe, les Buccaneers de Tampa Bay. Je ne m'attendais pas à dire ça un jour. Là, dans les dernières années, on s'entend que les Bucs, c'était difficile, mais ça a changé beaucoup cette année. C'est comme le Sidney Crosby, mais qui est venu au football, malheureusement. Et en passant, Sidney Crosby, là, on va aller dans la Ligue nationale. Et là, Zach, oui. Tu voulais pas faire tes prédictions juste pour la semaine prochaine? Écoute, oui, tout à fait. J'avais oublié ça. Merci d'ailleurs de m'en faire rappeler. Moi, ça va dépendre. Si Tom Brady
joue bien encore et fait des passes exceptionnelles comme il vient de faire, moi, je pense que les Buccaneers pourraient l'emporter. Du côté des Bills contre les Chiefs, si on essaye de ne pas jouer sans Patrick Mahomes, je pense que les Chiefs seraient capables quand même de les battre parce qu'on a vu en fin de match, quand Mahomes est parti, il aurait très bien pu s'écrouler, les Chiefs, mais on n'a pas lâché. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est quand même un match point d'interrogation. Ça peut jouer des deux équipes n'importe quel bord. Alors, c'est sûr que ça va être un bon match à surveiller. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Alors, toi, Alexandre, on va faire un tour de table. Alors, Alexandre Dubois, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi tes prédictions? Je suis un peu de ton avis. Si Mahomes n'est pas là, on s'entend que tu as Allen l'autre bord. Avantage aux Bills. Et je suis d'accord avec l'analyse de Jean-Christophe. Moi, je ne crois pas que Mahomes ne sera pas à 100%. Donc, je vais avantage aux Bills dans cette rencontre-là. Par combien de points, je ne le sais pas, mais ça va être une partie très, très offensive. Du côté des Packers et des Buccaneers, ça va prendre une grosse partie des Buccaneers, comme j'ai dit d'entrée de jeu. Mais je crois encore que Tom Brady reste Tom Brady. Puis je suis d'accord avec Jean-Christophe et Alex. Marcaza, comme on disait plus tôt, c'est potentiellement la meilleure offensive que Brady a eue sous la main depuis le début de sa carrière. Donc, pour moi, ça va être deux surprises, d'une certaine manière. Les deux équipes les moins bien classées vont passer au Super Bowl. Je m'attends à un Super Bowl. Bills, Buccaneers. OK, parfait. Toi, Alexandre Marcaza, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, premier match, les Chiefs, si Mahomes n'est pas là, ça va être très difficile de battre les Bills. Ils ont une offensive très forte. Donc, puis d'après moi, Mahomes ne viendra pas au jeu. Donc, les Bills pour le premier match. Et Packers-Bucks, ça, c'est un match que j'ai hâte à regarder. Ça va être offensif, comme Alex Dubois l'a dit. Brady d'un côté, puis Rodgers de l'autre. J'ai très hâte de voir. Mais d'après moi, les Packers sont capables de battre les Bucks. Parfait, Jean-Christophe. Ouais, ça va être les matchs de la revanche pour moi parce que dans les deux cas, les équipes perdantes en saison régulière vont gagner. Donc, les Packers qui avaient perdu devraient gagner et ça va être serré. Ça va être offensif, ça va être serré, mais il y a beaucoup d'armes. Puis je sens qu'il y a une mission là, du côté des Packers et du côté des Bills qui avaient perdu contre les Chiefs. Qui avait Patrick Mahomes à ce moment-là. Les Bills, le duo là, Allen-Diggs risque de faire des flamèches encore une fois, comme ils l'ont fait toute la saison. Parce que Allen, possiblement candidat au joueur par excellence, là, si ce n'était pas d'Aaron Rodgers. Oui, on verra ça. Ça va être toute une série de matchs de football, comme on dit. Alors maintenant, on va passer à la Ligue nationale. C'était le deuxième match du Canadien de Montréal qui faisait face aux Oilers d'Edmonton. Alors, Alexandre Marcaza, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? On sait que le Canadien de Montréal, Claude Julien, devait absolument faire pression sur Connor McDavid et Leon Draisaitl. Ils ont très bien réussi. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là? Quand tu parles de pression sur McDavid et Draisaitl, c'est plus que réussi du côté du Canadien. McDavid, on l'a vu contre Vancouver, il a eu sa vitesse. Il patine très vite. Je ne l'ai pas vu une seule fois dépasser un joueur du Canadien. Les défenseurs du Canadien ont été forts. Draisaitl, il sait faire des bonnes passes. Il s'est fait intercepter plusieurs belles passes qui auraient pu coûter cher aux Canadiens. Jeff Petrie, j'ai vu le Petrie que j'ai vu en séries éliminatoires. Écoute, très offensif et a marqué 2 buts sur le dernier match du Canadien. Écoute, très fort. Puis l'avantage du Canadien, je l'ai dit aussi dans l'ancienne chronique, il s'est amélioré comparé à l'année passée. C'est 1-2 contre le match du Canadien qu'ils ont gagné 5-1 face aux Oilers. Donc, beau deuxième match du côté du Canadien. Oui, Jean-Christophe, on le sait que là, les Oilers d'Edmonton, quand même, ils ont une bonne équipe. Sauf que malheureusement, on dirait qu'on se base trop sur McDavid et Draisaitl. Et là, c'est sûr que Connor McDavid, il a quand même un gros contrat. Là. Mais est-ce que c'est un petit peu une signification de pourquoi les Oilers ne sont pas une équipe tant dangereuse que ça? Parce que quand même, il y a quand même un gros salaire là, en jeu. Là. Ben, c'est l'histoire de cette organisation-là. On se fie sur le talent offensif des là, McDavid, Draisaitl, mais il y a eu Taylor Hall, Jordan Eberle. Il y en a eu des premiers choix, là, Ryan Nugent-Hopkins qui est encore là.
on se fie beaucoup sur le talent offensif. Puis on l'a vu avec Mika Koskinen. C'est pas fort là, devant le filet. Là. Oui, on est allé chercher encore du talent offensif en défensive avec Tyson Barrie, mais tant qu'on n'a pas un gardien numéro 1, Mike Smith est blessé actuellement. Est-ce que c'est lui qui aurait pu être le gardien numéro 1? Probablement, mais encore là, Mike Smith, c'est pas la solution des Oilers. On a vraiment de la misère au niveau du repêchage aussi. Parce que oui, c'est le fun d'avoir des premiers choix au repêchage. Tu te trompes rarement, à part Neil Yakupov. Mais sincèrement, il faut pouvoir repêcher dans les rondes 2 à 7 après. Il faut pouvoir développer ces joueurs-là. Parce que sinon, ça n'arrivera à rien. Ça fait les Oilers qu'on connaît. Parce que oui, contre certaines équipes, tu as des McDavid et Draisaitl qui vont pouvoir traîner le club. Mais comme on l'a vu, quand il y a une bonne défensive, quand il y a un bon plan de match pour couper la vitesse et couper l'enclave à ces joueurs-là, parce que oui, ce sont 2 joueurs qui ont beaucoup de vitesse, mais comme Alex Marcassa disait, quand tu coupes l'enclave à Leon Draisaitl, les passes, ils vont nulle part. Parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est envoyer la rondelle dans l'enclave pour qu'on marque des buts, pour qu'on fasse des points du côté des Oilers. Si tu n'es pas capable de faire ça en périphérie, ces joueurs-là, c'est comme n'importe quel autre joueur. Quand tu as un Carey Price devant le filet ou quand tu as un Jake Allen qui a bien fait devant le filet, ils vont les faire, les arrêts. Les Oilers vont devoir vraiment se trouver une nouvelle identité, peut-être à l'attaque, ou du moins peaufiner l'identité des 3 et 4e trios de l'équipe. Puis en défensive, il va falloir resserrer ça et espérer que Koskinen, une fois de temps en temps, fasse les arrêts, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Oui. Alexandre Dubois aussi, on a vu du côté des Oilers aussi, Yamamoto, qui quand même, moi j'adore ce jeune-là, ce joueur-là. Malheureusement, il n'a pas fait de points hier et aussi dans le premier match. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce joueur-là? Moi, Yamamoto, c'est un peu... C'est l'allié qui va être capable de vitesse, qui va être capable de produire des choses, un peu comme on pourrait avoir aussi avec Cole Caulfield. Donc, j'aime bien ce que je vois. Ça va être un excellent complément avec qui va jouer soit McDavid ou Draisaitl. Mais ça va prendre plus que Yamamoto, plus que McDavid, plus que Draisaitl. Oui, on a 2 excellents joueurs. Mais il manque quelque chose à cette équipe-là. On se fie trop, je suis d'accord, on se fie trop sur McDavid et Draisaitl. Du côté du Canadien, quelle performance de Jake Allen. Écoute, c'était le héros du match pour le Canadien de Montréal, à mon avis. J'ai aimé que Romanov marque son premier but, mais il y a une chose qui est intéressante à mentionner, c'est que les 3 buts, un en désavantage, un en avantage, puis un à 5 contre 5. Donc, les 3 facettes du jeu pour le Canadien se sont inscrits à la marque. Puis ça veut dire beaucoup de la force de caractère de cette équipe-là, du Canadien de Montréal. Donc, je suis optimiste. Je ne l'étais peut-être pas en début de saison, mais je le suis. Le désavantage aussi du Canadien qui a fait le boulot, là, on s'entend, parce qu'on le thème récurrent, si on peut noter un point négatif depuis le début de la saison, c'est l'indiscipline de l'équipe. Oui, tout à fait. Mais il faut dire que le désavantage numérique fait le travail, là, parce qu'il n'y a pas meilleur joueur au monde pratiquement ou meilleur avantage numérique au monde qu'un gars avec McDavid, un Draisaitl, Yamamoto aussi, Ryan Nugent-Hopkins. Ça devient assez solide, là, on s'entend, là, comme avantage numérique. Et on a été capable de bien gérer ça, là, quand même. Oui, tout à fait. Et aussi, on va le remarquer, Nick Suzuki aussi, qui jusqu'ici joue un jeu phénoménal. J'ai jamais vu un joueur qui a autant de talent. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ça offensivement chez Canadien de Montréal. Nick Suzuki qui quand même a des mains, là, on va s'entendre, Alexandre Dubois. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Même défensivement, Nick Suzuki, et on le voit, ça arrive que c'est souvent que c'est le premier joueur, le premier attaquant à revenir. Donc, c'est un gars qui s'implique.
toutes les facettes du jeu. Puis j'aime ça. Puis ça nous permet d'être optimiste, sachant qu'on va lui mettre, quand Price et Weber ne seront plus là, on va probablement lui mettre la franchise sur les épaules et dire, ben c'est toi notre meneur, mon chum. Je parle offensivement, pas en termes de capitaine, mais offensivement, puis ça, on ne peut qu'être optimiste de Nick Suzuki. Et l'équipe en général, comme j'ai dit, oui, Suzuki, on s'entend, c'est lui le premier centre, avec, comme on l'a vu avec Drouin et Anderson cette année, il y a 2 ailiers qui vont se compléter à merveille. Puis lui, au centre des 2, ça va être beau. Enfin, on a un premier trio depuis l'ère Kovalev. Ouais. Ça faisait longtemps. Moi, je crois qu'on n'avait pas eu un premier trio de cette qualité-là. Et ensuite, il faut parler, comme j'ai dit, du travail défensif de cette équipe-là. Bergevin, moi, c'est ce que j'ai aimé de Bergevin, puis en même temps, c'est quelque chose que j'aime moins, c'est quand tu as besoin d'un but, tu n'as pas le gars, et oui, Nick Suzuki va être capable de le faire, mais présentement, tu n'as pas le gars qui peut, de A à Z, transporter la rondelle et aller te marquer un but comme on l'avait avec Kovalev. Mais c'est une équipe, si un soir, certains joueurs vont être plus effacés, d'autres vont prendre la relève. La profondeur de cette équipe-là, c'est parmi une des équipes les plus profondes de toute la Ligue nationale. Puis c'est pour ça que plusieurs les voient se rendre loin, très loin même. Mais moi, je suis optimiste pour le futur avec cette équipe-là. Puis je crois que Bergevin a fait tout un travail, encore une fois. On en a parlé, puis on en a reparlé dans les médias en général du travail de Bergevin, mais on ne peut qu'être optimiste. Et ce qui est le fun, comme j'ai dit, c'est qu'on a vu avec Romanov, Suzuki, Kotkaniemi, les jeunes, on ne leur met pas toute la pression cette année. Ils doivent performer, mais comme Anderson, comme Drouin, comme Dano, comme un peu n'importe qui, chaque joueur va devoir faire sa part. Et c'est ce qui est. Pour les jeunes, vont pouvoir progresser cette année. Puis ça, je suis optimiste, pas juste pour cette année, mais pour le futur. Oui, tu as totalement raison. Et aussi, Alexandre Marcazan, en parlant aussi de Romanov, Alexander Romanov qui a marqué aussi contre le deuxième match aussi des Oilers Edmonton. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en penses de ce jeune-là qui, quand même, jusqu'ici, est sensationnel? Ah, écoute, il est très habile. Dès qu'il sort sur la patinoire, on sent sa présence. On dirait que ça paraît qu'il a déjà joué dans la LNH, mais il a joué dans la KHL, on le sait. Mais optimiste pour le jeune dans quelques années pour le Canadien. Puis j'ai hâte de le voir aller cette saison parce que c'est pas la dernière fois qu'on entend parler de lui. Oui, tu as tout à fait raison. Et Jean-Christophe aussi, on dit, j'entends plusieurs sur les réseaux sociaux, on le compare beaucoup Alexander Romanov à Doughty, Drew Doughty des Kings de Los Angeles. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Wow. Moi, j'ai des réserves encore pour des comparaisons. On s'entend que Romanov, il en est à ses premiers pas là, dans la Ligue nationale. Là. Il ne faut pas se lancer sur le jeu des comparaisons actuellement. C'est un bon défenseur. Ça va être un défenseur d'avenir pour le Canadien. Il fait très bien actuellement, mais il faut aussi dire qu'il joue sur une troisième paire de défenseurs. Oui, il joue dans l'avantage numérique. Des fois, il va faire quelques présences sur le désavantage numérique. Et c'est bon. Il est utilisé à toutes les sauces. Et ça, c'est rare quand même, un jeune défenseur qui a la confiance de son entraîneur comme ça. C'est quand même très rare. Et comme Alex Marcassal le dit, on s'entend, il a déjà joué dans une ligue professionnelle. C'est pas un petit gars qui arrive de l'Ontario ou de la LHJMQ et qui fait le saut dans la Ligue nationale. Il a joué avec des hommes. Il sait comment ça fonctionne. Il est en confiance. C'est le fun à regarder. Honnêtement, c'est un défenseur qui a beaucoup de calme. Moi, si je peux comparer son caractère, il me fait penser à un gars comme Carey Price. Oui, Carey Price, devant le filet, il est calme, il est square, il est là. Romanov, il a de l'air de ça. C'est pas un Piqué Souban qui faisait des montées à l'emporte-pièce. Non. C'est un gars qui est calme, il a la tête haute, il voit la relance de l'attaque, il est bon en relance. Donc, c'est excellent pour ça. Oui, d'accord.
Ouais, Markov. La comparaison ne pourrait pas être Markov. Peut-être, oui, peut-être en devenir. Markov, il y a une vision de jeu que il n'y a pas grand monde qui ont, honnêtement, pour jouer aussi vieux qu'il s'est rendu et quand même amasser ses points et tout. C'est la vision. Lui, il avait des yeux tout autour de la tête. Peut-être qu'il pourrait devenir un Markov, mais je pense que Romanov est plus mobile encore que Markov l'était, mais ça reste à voir. Oui, c'est ça, ça reste à voir. En termes de calme, je trouve que c'est deux caractères très semblables. Deux Russes. Oui, tout à fait. C'est un peu ça ma comparaison. Oui, c'est de très bons Russes. Les Russes sont très bons aussi en défensive, on ne va pas s'en cacher. Aussi, il y a des Suédois qui sont très bons aussi. Et aussi, il y a un match que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les Sénateurs d'Ottawa contre les Maple Leafs de Toronto. Les Sénateurs d'Ottawa ont donné toute une leçon, je dirais, aux Maple Leafs de Toronto. Les Sénateurs qui avaient remporté 5-3 contre le match. Alors, Alexandre Marcaza, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là? Content de voir Ottawa jouer comme ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu donner une belle prestation comme ça devant Toronto. En plus, une très bonne équipe. Ottawa, j'ai vu sur le power play, même s'ils ont eu un but sur 5 ou 6 occasions, ils sont beaucoup plus organisés que l'année passée. L'année passée, là, le power play d'Ottawa, il faisait dur. Ils avaient de la misère juste à s'installer dans la zone. Là, cette année, le match contre Toronto qu'on a vu, ils se sont installés. Même s'ils ont juste marqué un but sur 6. C'est pareil du progrès pour Ottawa. J'espère que ça va continuer pour eux cette saison. Peut-être pas pour les séries cette année, mais pour les prochaines années, j'ai bien hâte de voir Ottawa jouer. Oui, tout à fait. Et aussi, Alexandre Dubois, tu me diras aussi ton commentaire sur les Sénateurs d'Ottawa, mais aussi les Blues de Saint-Louis cette année, notamment en défensive. Écoute, contre Colorado, j'ai beaucoup aimé ce match-là aussi. Colorado qui ont donné toute une leçon aux Blues de Saint-Louis, 8-0. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là contre le Colorado et qu'est-ce que tu en as pensé aussi du match contre les Sénateurs d'Ottawa? Pour ce qui est du Colorado, on s'entend pour plusieurs. Le Colorado et Tampa sont les deux équipes favorites pour gagner la Coupe Stanley. Donc, on ne doit pas être surpris de voir le Colorado donner une raclée de la sorte à n'importe quelle équipe. Les Blues, on le voyait depuis quelques temps, étaient là défensivement, et surtout avec la perte de Pietrangelo. Au niveau défensif, ou dans les deux centres de la patinoire, Pietrangelo était un de mes préférés dans toute la Ligue nationale. Oui, on l'a remplacé par Torrey Krug, qui est plus offensif. Donc, c'est là la différence. Oui, tout à fait. Pour ce qui est des Spisa, écoute, il ne faut pas être surpris. Les Blues sont bons, normalement ils sont bons, mais c'est le Colorado qui est offensivement incroyable. Pour les Sénateurs d'Ottawa, je ne m'attendais pas à grand-chose au début de la saison de cette équipe-là, jusqu'à temps que Pierre Dorion se mette à aller chercher des Paquets, des Stéphane, des bons vétérans pour encadrer les Studzos, les Betterson, les jeunes joueurs des Sénateurs. Et avec ces dernières acquisitions, Stephen qui a été cherché de l'Arizona, Paquette qui est un bon joueur de profondeur. Ouais. Écoute, cette équipe-là des Sénateurs d'Ottawa là, pourrait surprendre. Me font un peu penser aux Canadiens, mais en étant un peu moins, avec un peu moins de profondeur. Mais c'est une équipe, même cette année, là, même si Pierre Dorion dit « Ouais, notre but, c'est d'apprendre, de s'améliorer », c'est une équipe qui pourrait surprendre cette année. Puis, en général, dans la division canadienne, là, lance un 25 cents dans les airs, garde-la tomber, puis ça peut tomber. Écoute, toutes les possibilités pourraient arriver. Je ne m'attendais pas à voir les Canucks aussi désastreux en début de saison. Donc, les Sénateurs d'Ottawa, parce que c'est ça ta question, ne doivent pas être prêts à la légère et dès cette saison. Puis on l'a vu, ce qu'on a vu de Studzol, même s'il est blessé, là, c'est un jeune avec du potentiel qui va être capable, quand il va être en uniforme, de mener offensivement cette équipe-là. Donc, moi, les Sénateurs me font peur dès cette saison. Parfait. Toi, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, pour les Sens, je suis pas, malheureusement, je suis pas avec les Alex. Moi, personnellement, c'est un mirage en ce moment, les Sénateurs. Oui, ils ont un bon début de
C'est normal parce que c'est une équipe qui est gonflée à bloc, c'est une équipe qui a des nouveaux joueurs. Ouais. Mais quand la complaisance va commencer à rentrer, là, il y a Tim Studge qui est blessé. Est-ce que ça va être à long terme? Je ne sais pas. Mais il manque encore beaucoup de choses à cette équipe-là. On est allé chercher Matt Murray. Oui. Bravo. Mais on a beau à. Je pense que Pierre Dorion il est réaliste. Je pense que les fans sont réalistes aussi à Ottawa, que ça va être un long processus. On a eu beaucoup de choix au repêchage et ça va finir par payer. Est-ce que ça va payer actuellement? Moi, je ne vois pas les Sens passer proche de faire les séries, honnêtement. Je les vois avec les Canucks, justement. Tu parlais, Alex, que tu ne pensais pas que les Canucks allaient être aussi mauvais. L'année passée, il y avait un autre mirage qui s'appelait Jacob Markstrom pour les Canucks, qui a sauvé cette équipe-là au grand complet parce que la défense, moi, à RDS, je joue beaucoup avec les statistiques avancées. Et justement, j'ai une capsule qui va sortir sur la défense des Canucks, à quel point elle était mauvaise l'an passé, la défense des Canucks, et c'est encore pire cette année. C'est parmi les pires défenses de la LNH. On a perdu Tanev, là. Oui, puis on est allé chercher Nate Schmidt, on a fait beaucoup de mouvements, mais c'est quand même pas bon là, comme défense. Il faut dire les vraies affaires. Puis là, Markstrom est à Calgary. On a Thatcher Demko qui est jeune et on a Braden Oldby qui sort d'une saison désastreuse avec les Caps. C'est pas eux qui sont là pour sauver. Puis à moins qu'un des deux se réveille et goal sa tête, comme on dit, là, je donne vraiment pas cher de la peau des Canucks cette année. Là. Puis les Sénateurs, ça risque de se battre pour le dernier rang dans la division Nord, justement, selon moi. Mais encore là, on peut être surpris. C'est un début de saison encore. Oui, tout à fait. Et c'est ça aussi, les Canucks de Vancouver, on le voit là, contre le Canadien de Montréal, qui vont bientôt jouer d'ailleurs. Comme tu viens de mentionner, Jean-Christophe, ça veut dire que le Canadien de Montréal a quand même un petit avantage en défensive, si je comprends bien. 100%, mais aussi à l'attaque. Mais à l'attaque parce que c'est une équipe qui aime utiliser la vitesse cette année. C'est une équipe qui n'a pas peur d'aller se mettre dans le trafic. Et ça, c'est deux lacunes de la défense des Canucks. Donc, d'après moi, ça pourrait, si on continue de jouer comme on joue présentement chez le Canadien, on devrait avoir l'avantage. Mais encore là, des Elias Pettersson, des Brock Besser, des Bo Horvat, ça peut aussi faire du dommage. Mais encore là, McDavid et Draisaitl pouvaient le faire aussi. Donc, c'est ça le problème du côté des Canucks. Moi, je ne m'attends pas à ce que le Canadien détruise les Canucks, mais je ne m'attends pas à ce que les Canucks gagnent énormément de points dans les 2 prochains matchs. Oui, ça va être quand même un match serré, là, dans le fond. Oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que c'est la parité de la LNH. C'est des matchs comme les 8-0 qu'on a vus, là, c'est quand même assez rare de nos jours parce qu'il y a des bons joueurs partout. C'est sûr que quand la chaîne débarque pour une équipe, elle débarque. C'est normal. Puis que tu perdes 8-0, que tu perdes 2-0, c'est une défaite pareille. Rendu là, c'est pas si grave, mais c'est quand même... moi, ça me surprendrait pas de voir le Canadien sortir victorieux les 2 fois à Vancouver. Parfait. Et aussi, les 2 sujets qui restent dans la chronique d'aujourd'hui, il y a les Pingouins aussi, notamment. On va parler de la défensive des Pingouins et aussi des gardiens de but. Alexandre Marcaza, on a vu cette année aussi, là, il y a un gardien, Jerry. On s'entend que c'est pas le meilleur, là, mais c'est quand même un bon gardien de but. Mais jusqu'ici, Matt Murray, on dirait qu'il manque aux Pingouins de Pittsburgh quand même parce que oui, il y a eu des bonnes années, Matt Murray, des mauvaises, mais aussi quand même, moi je suis très content, comme Jean-Christophe disait si bien, les Sénateurs d'Ottawa, ils ont fait une très bonne acquisition depuis le départ de Craig Anderson. Il fallait trouver un numéro 1, absolument. Alors, qu'est-ce que tu en penses du début de Matt Murray avec les Sénateurs? Ben, ça fait juste 3 matchs qu'ils ont joué, donc je peux pas dire que je peux pas donner déjà une affaire, oh mon Dieu, il va être très bon cette année, mais c'est pas mauvais comme début de saison. Ils ont battu Toronto une fois, ils ont perdu contre Toronto proche 3-2. Donc pour le moment, ça va bien, mais est-ce que ça va continuer tout au long de la saison pour Matt Murray? C'est la question à voir.
Ben, Oui. si tu me permets, moi je suis un peu d'accord avec toi, Alex. Matt Murray, on s'entend que quand Pierre Dorion était le chercher, c'était pas un des meilleurs gardiens disponibles. C'est un gardien qui n'était pas si vieux. Dans le fond, c'est ça que Dorion se cherchait. C'est un gardien qui pouvait avoir potentiellement pour les 5, 6, 7 prochaines années et il a offert un contrat de 4 ans. Donc ça, on s'entend, bon move de Pierre Dorion. C'est un jeune gardien qui est capable d'être Il a numéro gagné 1 la de Coupe Stanley 2 fois aussi. Oui, Exactement. tout à fait. Et j'aimerais juste revenir sur ce que j'avais dit. Je ne m'attends pas à grand-chose des sénateurs, mais j'aime ce que je vois. C'est tout ce que je voulais dire. Oui. Et c'est ça. C'est que Murray, c'était le move que Dorion devait de faire pendant la saison morte. Puis il l'a fait. Et il a été potentiellement chercher le gardien parfait dans ce que les sénateurs avaient besoin. Un jeune gardien avec de l'expérience, parce que 26 ans, il n'est pas vieux, qui était capable d'être là pour les 5, 6, 7 prochaines saisons. Oui, le dernier match que j'ai beaucoup apprécié aussi, Jean-Christophe, c'est le match Boston contre Devils. On sait cette année, là, les Bruins de Boston, c'est plus la même identité. On s'est départi de Zdeno Chara qui est parti avec les Capitals de Washington et Torrey Krug aussi. On voit là, qu'il manque à l'appel. Chez la défensive, là, on s'entend que ça fait mal chez les Bruins de Boston et on voit que c'est plus les mêmes Bruins de Boston. Alors, qu'est-ce que tu en penses de la performance des Bruins de Boston jusqu'ici? Ben, ça va être dur. Ça va être dur pour les Bruins. Oui, on a perdu 2 piliers défensifs, mais aussi, il faut savoir qu'on n'a pas David Pasternak qui est encore qui a subi une chirurgie en septembre qui pourrait rater encore quelques semaines. Donc, quand on parle d'un gros trio, Bergeron, Pasternak, Marchand, quand tu n'as pas ton gros trio, c'est pas fort. Là. On s'entend que ça va être difficile et on n'est pas allé chercher, on ne les a pas remplacés, ces gars-là. On a dit, OK, Torrey Krug, on a un défenseur similaire en Matt Grzelcyk qui a bien fait quand Krug a manqué en raison de blessure la saison dernière. Mais est-ce que Matt Grzelcyk, c'est Torrey Krug? Non. Ce n'est pas le corps arrière en défensive. Mais Torrey Krug, par exemple, je veux donner quelque chose. On parlait tantôt de la défense poreuse des Blues de Saint-Louis. Torrey Krug, il est bon à l'attaque, mais en défense, c'est zéro. Là, parce que dans les dernières saisons, il a ramassé beaucoup de points, mais il a quand même fini dans les négatifs à Boston. Là, tandis que Chara, lui, il était dans les plus 80. Là, ça fait que c'est à prendre et en laisser aussi avec Krug. Mais je pense qu'on a le retour du balancier comme n'importe quelle équipe. Quand tu développes pour gagner une Coupe Stanley pendant une certaine fenêtre de temps, là, c'est la comparaison qu'on parle beaucoup, c'est la fenêtre d'opportunité. Ouais. Là, la fenêtre commence à être pas mal fermée là, du côté des Bruins, même si on a encore des bons gardiens, on a encore quelques bons joueurs, mais on n'est plus les Bruins qu'on était. Puis les Devils, ben c'est quand même pas une super bonne équipe, donc de te faire battre par les Devils du New Jersey, ça fait mal aussi. Non, c'est vrai. Puis quand même, les Devils du New Jersey, Alexandre Dubois, ils ont quand même bien joué, on va se le dire. Là. Quand même, Piquet Souban a quand même pas si mal joué. Il a fait une belle base par la bande et ça s'est trouvé par le jeune, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, c'était son premier match qui a marqué son premier but, c'est Jero Gaslarovic, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a un drôle de nom, là, mais il est assez long son nom. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de la performance des Devils quand même? Ben, écoute, de revoir Piquet Souban, parce que ça va être un des piliers des Devils cette année avec les Ischier et Hughes. Mais Souban, lui, parce que c'est un défenseur offensif, va devoir être un peu comme un mentor pour les jeunes joueurs offensifs des Devils et de le voir revenir à un niveau de respectabilité où il a joué dans la dernière partie depuis le début de la saison. Il joue des grosses minutes pour les Devils. Mais c'est ce que je voulais revoir de Piquet Souban. Mais du côté des Devils, c'est un peu comme du côté des Sénateurs. On est en apprentissage. Les Hughes, les Nico Hischier, ça va être tes piliers pour les 10-15 prochaines saisons. Mais présentement,
on apprend. On apprend, on laisse ces joueurs-là s'améliorer. Puis tout ce qu'on peut avoir de plus, toutes les victoires, toute l'expérience, c'est du bonbon. Ouais. Un peu comme pour Ottawa, la victoire contre les Leafs, c'est du bonbon. Bon, donc, bâtissons là-dessus pour le futur. Mais les Devils, dans quelques années, avec les deux premiers choix qu'ils ont eus, si Hughes et Nico Hischier se développent comme ils devraient le faire, ça va être une bonne équipe. Oui, tout à fait. Et Alexandre Marchasa aussi, là, du côté des Bruins de Boston, Yaroslav Halak, l'ancien joueur du Canadien de Montréal, on sait, il a pris les filets aussi dans ce temps-là, mais ça fait quand même un bout, là, on s'entend. Oui. Mais Yaroslav Halak n'était pas content à la fin du match. On le voyait, là, qu'il regrettait de l'avoir laissé de but quand même. C'était un match serré, mais moi, je trouve que Yaroslav Halak, quand même, pour un gardien numéro 2, il a tout du hockey quand même. C'est tout un gardien. Et dans les séries précédente aussi. Il a joué tout du hockey. Alors, pour finir la chronique, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses de Yaroslav Halak jusqu'ici? Ben, contre le match contre les Devils, Halak, je trouve qu'il a été fort quand même. Je comprends sa frustration de se faire marquer un but quand il reste 2 secondes dans la prolongation. Ça fait chier un peu pour le gardien. Ouais. Mais si tu reviens à tantôt, quand tu manques Chara et Krug à la défense abaisse. Quand tu n'as pas ton premier trio, Pasternak n'est pas là pour 2-3 semaines encore, c'est pas les Bruins au plus fort qu'on avait l'année passée puis il y a 2 ans. Donc, il va y avoir du chemin à faire pour les Bruins cette année. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Alors, c'était la fin de cette chronique. J'espère que vous avez apprécié. Alors, c'était Alexandre Dubois, Alexandre Marchasa et Jean-Christophe Bertrand et Zachary Savaria. Alors, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine, samedi prochain. On va être là. Alors, on va reparler du Super Bowl et de la Ligue nationale aussi et d'autres sports. Alors, merci beaucoup et passez une excellente après-midi.